Allez, cette question à présent en direct sur Boursorama. Et si c'était le début d'une grosse correction sur les marchés? On voit ça avec Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? On est en droit de se poser la question parce qu'on semblait bien parti pour finir l'année en beauté. Et là, patatras, on a eu effectivement 8 séances de baisse consécutives sur le CAC 40. D'accord, il y a un rebond aujourd'hui, certes. Plus 0,6. Hein, plus 0,6, voilà, on prend, bien sûr qu'on prend. On a eu la phase d'euphorie liée à la hausse. Et là, surgit quand même la peur de la correction qui est saine, qui pourrait mal se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le dos rond ou on commence un petit peu quand même à s'inquiéter? Bon, alors déjà, je parle après Marc Toiti, donc c'est un site à l'humilité, n'est-ce pas? Oui, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'effectivement, la dernière fois, on avait fait une belle petite série baissière comme ça sur le CAC 40. C'était effectivement l'été 2011. Et l'été 2011, c'est le brutal décrochage, c'est moins 25% sur quasiment un trimestre. Et puis, on passe en dessous des 3000 points. Donc, voilà. Ça ne rappelle pas des bons souvenirs de 2011. Vous voulez nous faire peur là? Ouais, c'est ça? Mais attendez, on n'est pas encore là quand même. Non, on n'est pas du tout encore là. Pour le moment, on est allé sur cette fameuse séance de 8 séances de baisse. On est à peu près 4% de recul du CAC 40. Donc, bon, il y a beaucoup d'experts qui passent sur beaucoup de plateaux qui disent voilà. Dans les explications, il y a le discours de Benoît Cœuré, c'était donc un des membres du board de la BCE, qui a douché un peu les investisseurs en tenant des propos. Rappelez-nous, parce qu'il n'y a rien d'incroyable dans ce qu'il a tenu comme propos. Non, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est assez drôle sur les explications de cette séance, a posteriori toujours. A posteriori, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives, mais qu'effectivement, on peine un peu à discerner celle qui serait vraiment crédible. Alors, il y a effectivement, vous le citiez, ce discours de Benoît Cœuré, du membre directoire de la BCE, qui a dit, lors de la prochaine crise, la BCE pourra peut-être pas faire un QE comme elle a fait, donc un quantitative easing, comme elle a fait, parce qu'il expliquait que les marchés n'étaient pas assez profonds en Europe, etc. etc. C'est pas faux d'ailleurs, sur les il a raison. Il a complètement raison. On a 1% des déficits publics en zone euro, donc si elle veut acheter du papier et qu'il n'y a plus de papier à acheter, il y a un problème. Voilà, mais c'est pas une découverte. Ouais. On n'apprend pas comme ça que oui, effectivement. Et puis surtout, il tempère ça. Il explique que par ailleurs, il ne remet pas en cause l'action de la BCE. Il ne dit pas qu'ils vont tout d'un coup arrêter beaucoup plus vite que prévu le programme de rachat d'actifs. Il dit même d'ailleurs, il termine en disant que de toute façon, même après la fin de ces achats d'actifs, il y aurait toujours une politique de réinvestissement, pas de réduction de la taille du bilan pendant longtemps, voire très longtemps. On rappelle, aux États-Unis, la Fed est en train d'attaquer la réduction. Nous, on est juste en train de réduire les achats d'actifs. Donc, c'est normal parce qu'on a commencé le QE 4 ans après aussi. Hein. On est d'accord. Mais se dire que les investisseurs, lisant ce discours, se disent « Oh mon Dieu, c'est affreux, resserrement monétaire imminent en Europe », difficile à croire. Bon. Est-ce qu'on ne s'inquiète pas pour rien? En même temps, il y a quand même cette réforme fiscale aussi. Alors, voilà. On en parle beaucoup, qui a fait grimper les marchés, qui avait acheté ce scénario de baisse agressive du taux d'impôt sur les sociétés. Et là, on se demande si ça aura lieu et quand, parce que ça discute entre les sénateurs et les congressmen. Et voilà, et les membres du Congrès. Donc ça, c'était le deuxième truc. La Chambre des représentants, pour être précis. C'est se dire, la réforme fiscale. Alors bon, on récapitule quand même, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, au début, on a acheté les Trump Trade, puis ça ne s'est pas passé, puis finalement, les marchés ont un peu rebaissé, mais pas tant que ça. Maintenant, il y a eu cet espoir de réforme fiscale, avec notamment la réforme principale, la baisse de l'imposition des entreprises. Il y a une séance, ça y est, elle est présentée, tout le monde s'enflamme, et puis finalement, on se rend compte que du côté du Sénat et du Congrès, on n'a pas tout à fait le même projet, qu'on va avoir du mal à réconcilier, que peut-être on ne va pas y arriver tout court. Et là, ce serait... C'est pas une bonne nouvelle, ça, quand même. Si on n'a pas cette réforme-là, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, mais est-ce que le marché a pas déjà... le marché avait acheté ça. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas aussi pricé que toute promesse qui vient de Trump n'est pas gravée dans le marbre et que donc... D'ailleurs, la meilleure réponse à ça, c'est qu'on se rend compte que les grandes caps américaines ont très peu baissé. Et que s'il faut chercher un mouvement de baisse, de correction, ça sera plus sur les mid-caps américaines. Mais alors quand même, ce qui est drôle, c'est que depuis le début de l'année, on nous explique que les marchés américains sont survalorisés, qu'attention, le risque vient des États-Unis. On nous parle de cette réforme fiscale. Résultat, les marchés US corrigent peu, voire très peu. Et qu'est-ce qui corrige l'Europe? Là aussi, j'achète pas forcément cette explication. L'Europe qui corrige, c'est un expert qui me disait ça parce que les résultats d'entreprise, pour le coup, sont moins bons en Europe qu'aux États-Unis. Oui, alors ils sont moins bons. Alors qu'est-ce que ça veut dire ils sont décevants, pas ces résultats. Alors voilà, maintenant qu'on y voit un peu plus clair. Est-ce que ça veut dire moins bons? Est-ce qu'ils sont peut-être pas aussi exceptionnels que ce qu'on aurait voulu? Là aussi, il faut voir. Effectivement, on a des valorisations qui ont bien progressé. Je vous ai fait un petit palmarès du CAC 40, des plus fortes baisses sur le mois écoulé. On a Publicis, qui a perdu, je crois, un peu plus de 13%.
Alors Publicis, oui, c'est un peu une déception. Une croissance organique était ressortie à 1,2%, consensus tablé sur 2, mais même au sein de cette publication, il y a des éléments encourageants, notamment la France qui se redresse. Donc c'était pas, si on regarde le détail de cette publication, c'est pas très inquiétant. Puis surtout, il y a Valeo qui arrive en 3e position. Valeo, c'est quand même des chiffres qui sont bons, hein, croissance organique au T3 de 5%, tous les objectifs sont confirmés, Valeo ne déçoit pas, par contre ça baisse, notamment il y avait le bureau d'analyse Invest Securities qui avait sorti le dossier de sa sélection et qui l'a passé à neutre, qui a réduit son objectif de cours et qui explique en fait que bah voilà, il a peur que Valeo perde sa prime de valorisation après cette publication. Donc on voit bien que c'est pas vraiment les résultats des entreprises qui sont en cause, ils restent bons, mais effectivement de se dire bah voilà, les titres ont bien monté, il y a eu une belle progression, les résultats sont là, peut-être qu'il faudrait un surcroît de résultats pour justifier encore une augmentation des cours. On ne voit pas pour l'instant. Qu'on ne voit pas, mais en tout cas, ils sont toujours là. Donc voilà, les objectifs 2017 dans leur ensemble ont été confirmés. Donc les résultats d'entreprise restent bien orientés. Bon, et donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que, a priori, toute chose égale par ailleurs, c'est juste une histoire de prise de bénéfice après une phase de progression qui ne gênait personne. Humblement, c'est un peu mon avis, effectivement, parce que on a cité quelques causes avec vous, mais il y en a plein d'autres. J'ai entendu, ah oui, alors c'est parce que le pétrole remonte, puis alors finalement il a rebaissé. Ah oui, mais c'est parce que l'euro remonte. Alors effectivement, on a remonté, on est un peu repassé à un 18. Un petit peu. Voilà, mais rien non plus de... Et en fait, à chaque fois qu'on démonte un peu factuellement les causes, c'est pas très solide. Et puis surtout, faut quand même rappeler que sur cette période, il y a certes une conciliation, mais c'est pas comme si toute la cote baissait. Hein, sur la période, ST Micro a progressé de plus 20%, donc c'est quand même pas mal sur un mois. Airbus remonte très bien. Kering, qui a corrigé sur les dernières séances, arrive quand même à se hisser dans le palmarès des plus fortes hausses. Il faut quand même rappeler que Kering, c'est 80% depuis le début de l'année, donc on est loin de corriger. Surtout, on se rend compte qu'il y a des arbitrages qui se font. Donc moi, ouais, j'ai un petit peu envie de dire que ça fait du bien de souffler, qu'un marché qui monte tout le temps non plus, c'est pas forcément bon signe. Oui. Et puis c'est le retour de la volatilité. Et c'est un peu sain aussi parce qu'on avait oublié que les marchés actions, ce n'est pas des marchés qui gagnent 0,2, qui perdent 0,1, qui gagnent 0,4. Sur les marchés actions, il y a de la volatilité. On avait oublié ça pendant quelques mois. C'est vrai. Ce n'est pas de l'hypervolatilité quand un marché perd 1%. Voilà, même si effectivement, il faut rappeler que ce mouvement de baisse, en termes d'amplitude, malgré tout, reste assez mesuré. Bah oui, moins 3%, et depuis on a regagné 0,6, là en direct, midi passé 38 minutes sur Boursorama. Donc, on ne s'inquiète pas encore. Depuis le début de l'année, on est toujours à plus 10. Hein. Oui. On va pas s'emballer. Allez, merci à vous, merci pour ces explications. Tout est signé Laurent Grassin, journaliste à Boursorama. Merci Laurent. Merci David.